dans le burn-out, il y a aussi cette prise de conscience que ça peut s'arrêter, en fait. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est, vivre maintenant ou ou pas. Enfin, il y a pas le choix, en fait, vivons, quoi. Vivons et donc tu mentionnes la traversée atlantique à la voile. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à prendre confiance, comme c'est mon cas en Nouvelle-Zélande et dans le voyage, tu te rends compte que c'est toi qui décides. Hello hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Tu vas te consumer et puis tu vas t'éteindre. Tu guériras et tu reviendras. Cette phrase de Dostoïevski résume bien l'expérience du burn-out qu'a vécu Perrine. Sa flamme s'est éteinte pour finalement repartir et brûler encore plus fort. Le burn-out, c'est l'expérience douloureuse qui lui a permis de se lancer dans son plus beau voyage, celui d'une vie vécue pleinement. De sa transatlantique en passant par son séjour en Nouvelle-Zélande et son métier actuel de coach aux États-Unis, Perrine nous parle de son parcours, de ce chemin qu'elle suit depuis plusieurs années, hors des sentiers battus mais complètement cohérent avec ses aspirations personnelles. Excellente écoute à vous. Oui, parce que je t'ai pas demandé, mais tu es où là? Je suis en Californie. T'es en Californie? Je suis en Californie. Oh là là. Excellent. Je me suis fait bloquer par le Covid. Oh, tu vas voir, on va y arriver. Bloqué par le Covid en Californie. Il y a pire comme endroit. Du coup, t'es où, du côté de San Francisco ou pas forcément? Un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Donc à l'est de Sacramento, je sais pas si t'es familier du coin. Yes. Je suis à 4 heures de Yosemite, Ok. 1 heure et demie de Tahoe. Trop bien. Trop bien. Eh bien, écoute, Perrine, ravi de t'accueillir sur le podcast en direct du soleil, j'imagine, californien. Oui, ouais. de bon matin, mais ensoleillé et ciel bleu, grand ciel bleu. Trop bien, génial. Écoute, vraiment très très content de te recevoir à nouveau sur le podcast, au micro des Frappés. On va parler, alors je vous préviens, on va parler de plein de choses. Ça va partir à droite, à gauche, mais c'est ça qui fait la magie de ces échanges. Donc, en introduction, ce que je te propose, Perrine, c'est dans les grandes lignes, de nous dresser un peu le tableau de ton parcours, qui tu es et comment est-ce qu'on se retrouve en Californie. J'ai pas préparé la question sous ces termes-là. Non, je plaisante parce que c'est toujours, alors qu'est-ce que tu fais professionnellement, etc. D'où tu viens? Alors d'où je viens, je ne sais jamais vraiment dire. J'ai grandi en Normandie, dans le Cotentin, donc sentier des douaniers, du vent, du vert, de la pluie. Mais ma famille est du sud-ouest, donc je passais beaucoup mes étés dans le Béarn et en Ariège, donc dans les Pyrénées. Donc moi, j'ai vraiment une grosse influence mer et montagne. Et ensuite, sur le parcours, j'ai vécu en Allemagne où j'ai fait mes études, en Suisse où j'ai travaillé quelques années, et en 2014, je fais un burn-out. Je perds complètement mon énergie du jour au lendemain. Je passe de la personne qui était la plus énergique, avec tout le temps des trucs à faire, des projets, des week-ends et des semaines ultra chargées, à une personne qui pendant 9 mois était incapable de penser droit, de faire quoi que ce soit sans avoir envie de dormir, donc tout ça et donc ce burn-out en 2014, quand il survient, je me dis: «Bah, il y a pas photo, en fait, je peux pas reprendre un job, chercher un travail et me remettre à fond dans quelque chose. J'en suis mentalement plus pas capable. Je suis pas encore, je suis pas encore, j'en savais rien, en fait, mais je pense qu'il m'a fallu 2 ans pour me remettre vraiment, donc c'était sûr que ce serait par le voyage que ça passerait et en fait, je suis toujours, voyageuse part-time, j'ai envie de dire. Donc 2015, je pars, sac sur le dos pendant quelques mois, juste un peu un tour de chauffe, en Europe. Puis, arrivent mes 30 ans et je me dis: «Ah, c'est le moment de demander mon permis vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande». Donc je pars 1 année en Nouvelle-Zélande. Oh là là, le rêve. Voilà, donc le premier jour où j'ose enfin aller marcher toute seule avec mon petit sac à dos de 35 litres, je rencontre celui qui va devenir mon mari.
Et puis comme il est californien, bah, en fait, on a dû continuer à alterner, France, États-Unis, visa de 3 mois, aller en Irlande, en Écosse pour, grappiller des mois supplémentaires, à droite à gauche pour être ensemble et donc on a, traversé l'Atlantique à la voile ensemble avec un capitaine. On a fait le Sun Trip à vélo, donc des Pyrénées jusqu'aux Alpes et retour et donc qui est un rallye à vélo solaire, mais on en reparlera. Enfin, je brosse un peu le portrait et ensuite pour notre lune de miel, on a choisi d'aller marcher sur le Pacific Crest Trail, ce qui nous a pris 150 jours de la frontière mexicaine à la frontière canadienne et donc ça, c'était prévu pour 2020. Le Covid est arrivé, donc moi j'étais en Californie une semaine avant que tout ferme et j'y suis encore aujourd'hui. Voilà, pour le Incroyable. pour le portrait. Ouais. Le portrait express, déjà bien chargé. OK, alors dans ce que tu viens de dire, j'ai quand même l'impression que le point de bascule, ça a été ce burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. plus sur, du coup, ta situation pro à ce moment-là, tes aspirations, jusqu'à ce que ce burn-out arrive et globalement, ouais, le chemin de vie sur lequel tu t'étais engagé? Mmh. Excellente question et je pense qu'effectivement, c'est bien de replacer les choses. Hem, Moi, j'ai suivi la voie, traditionnelle, fais tes études, travaille. En fait, moi, mon travail même m'attendait, 1 an avant la fin de mes études. C'était mon deuxième stage. OK. Donc j'ai vraiment eu ce truc, ma dernière année d'études où tout le monde donc ma dernière année d'études, c'était donc, 6 mois en France, 6 mois en Allemagne. C'était 2006, donc c'était la coupe du monde en Allemagne, c'était la méga fiesta, c'était l'été, voilà, c'était vraiment une euphorie, pas possible. C'était la première fois que les Allemands, à nouveau assumaient d'avoir leur drapeau partout. Enfin voilà, il y avait vraiment une joie, ultra communicative et je savais que je revenais dans du connu, en fait. Je savais ce qui m'attendait au travail, j'avais le copain, je connaissais la région et je regardais tous mes potes qui, eux, allaient, faire, une année sabbatique, en Australie. Bah, justement, le PVT, tout le monde en parlait. Qui allaient se donner du temps, en fait, avant de démarrer la vie professionnelle et moi, j'avais vraiment cette idée de: «Je rentre dans un tunnel». Je pense que j'avais cette idée un peu erronée, des générations passées de quand on rentre dans une entreprise, c'est pour la vie. Mmh. Et puis en fait, pas du tout puisque 1 an après, ils m'ont proposé de prendre, la responsabilité du marketing, pour la filiale suisse donc j'ai bougé finalement, là-dedans. Mais malgré tout, une fois que la Suisse a été terminée et qu'on m'a proposé l'Allemagne, que j'ai refusé d'ailleurs pour des raisons personnelles, j'ai tout de suite retrouvé un job au lieu de répondre à l'appel qui était: «Vas-y bouge, fais-le maintenant», quoi. Mmh. Donc voilà, donc c'est drôle de voir que les réponses, enfin tu vois, le burn-out arrive mais c'est juste la réponse à tous les petits, poks un peu de l'univers Ouais. que j'avais pas su, écouter. En 2013, ça se passe pas bien avec ma chef, il y avait du harcèlement moral, tout ça. En 2013, je lui propose de rompre le contrat, elle me dit non. Le soir même, je rencontre quelqu'un et je me dis: «Bon, bah, tant pis, je reste» et 2014, je m'écroule complet parce que j'ai forcé, tiré, cherché à être irréprochable avec quelqu'un qui te dit: «Faites A» quand tu dis: «Bah, oui, mais et B, ça me paraît prioritaire». Elle te dit: «Faites A», tu fais A et après on te dit: «Mais B n'a pas été fait». Donc Ouais. j'étais juste j'étais incapable de dire non, j'étais incapable de poser des limites, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop engagée. Donc je sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais voilà, il y avait plein d'indices, il y avait plein d'alarmes que j'ai pas su écouter, mais qui au final m'ont amené vraiment sur ma voie qui était, la voie un peu plus sauvage, la voie, au grand air et donc ça s'est produit. Et pour terminer sur la partie, burn-out, du coup, ça s'est manifesté comment? C'était vraiment, moi j'en ai pas fait l'expérience, mais, parfois tu lis des Mmh mh. témoignages, tu sais, où l'impression que j'ai, c'est vraiment cette claque, quoi. C'est, tu es en train de marcher et d'un coup tu te prends un mur, qui t'arrête net. C'était ça pour toi aussi? Tu t'es réveillé un matin et boum, tu pouvais plus te lever? Alors ouais, moi j'ai pas fait le malaise, en direct ou chose comme ça. Par contre, c'était un vendredi après-midi et on était une équipe de 6. Il y avait une personne qui était en arrêt maladie, une personne qui avait démissionné, 2 femmes. En fait, on était 3 femmes, 3 hommes, juste pour te donner l'idée.
Les 3 hommes, on leur a rien demandé, mais moi, j'assurais l'intérim pour les 2 autres femmes. Et donc, il est, je sais pas, 15h de l'après-midi un vendredi et ma chef s'en va et elle me dit, «Restez pas trop tard». Je dis: «Mais je viens à peine de commencer ma journée, en fait, parce que ce matin, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Puis après, j'ai répondu, sur tel et tel dossier de une telle et là, en fait, je commence ma journée et lundi, mardi, j'ai des réunions et j'ai ça à prévoir». Et elle me répond, tu vois, le dialogue de sourds: «Vous m'avez entendu, ne restez pas trop tard». Et je reste, je continue parce que je veux être carrée et puis, je commence à conduire et en rentrant chez moi le soir et je passe le portail et j'arrive pas à sortir de ma voiture, en fait. Donc peut-être qu'en fait si, tu as raison, j'avais les jambes coupées. J'arrive pas à sortir de la voiture, j'appelle, mon collègue avec lequel je partageais, le bureau qui était pas là ce jour-là et il me dit: «Oh mais tu connais la situation, tu sais comment c'est, ça ira mieux lundi, machin» et en fait là, je sens la disconnexion, c'est l'anglais. Je sens la déconnexion, enfin le truc, tu sais, qui pète. En fait, j'y crois plus, en fait. Je crois plus que ça va tourner, que ça va changer, que je peux continuer à faire avec. J'ai beau adorer mes collègues, adorer mon job mais en fait, il y a un gros, gros, gros point, qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de le faire. Et donc lui, voilà, je le crois pas, enfin, je l'écoute, mais je suis ailleurs. Et je pense que je reste dans la voiture, j'en sais rien. C'est mi-juin, il fait soleil, je vois le soleil, je me dis ah j'aurais pu aller à la plage en sortant du travail, qui était à juste 20 minutes. Euh, et euh, et voilà. Et donc je suis incapable de sortir de la voiture. Et donc je sais plus ce qui se passe ce soir-là, mais je sais qu'à 20h, j'appelle enfin ma sœur dont c'est l'anniversaire, et elle me dit Perrine, t'es épuisée, il te faut une semaine de repos. Donc merci Camille, merci ma sœur. Parce que j'aurais pas osé en fait. Mais en fait ce week-end-là, je ne fais que dormir, je fais que chialer. Enfin c'est vraiment, tu sais, t'as tout qui descend. Et en effet, le lundi, je suis incapable d'aller au travail en fait. Et donc je suis arrêtée pendant une semaine. Au bout de la première semaine, c'est clair que je suis incapable d'y retourner. Je ne dors plus, j'ai mal au dos partout. J'avais tellement mal aux yeux que je pouvais pas en fait regarder de gauche à droite. Fallait que je ferme la tête, tourne le cou, ferme la tête, Waouh. pardon, ferme les yeux, tourne le cou et rouvre les yeux. Et en fait, l'ophtalmo n'a rien vu. C'est le médecin de la médecine du travail de contrôle qui m'a dit c'est la pression au niveau des nerfs la pression dans les cervicales qui appuie sur le nerf optique et c'est pour ça que vous avez mal aux yeux. Il y avait tellement de D'accord. tension accumulée dans mon dos, dans mon cou. Enfin, de toute façon voilà, les lombaires partout, c'était douloureux, des courbatures, insomnie. Puis l'impression que enfin, je pense que c'est un peu ça le profil de la personne qui se retrouve en burn-out, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais. Donc là, en plus, tu rajoutes la culpabilité de je suis pas au travail, je suis bonne à rien, je sers à rien, Ouais. j'ai lâché tout le monde. Bon voilà, il y a il y a le physique, il y a le mental, il y a l'émotionnel. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui pètent. En fait, c'est un mur qui rompt en fait. Ça, comment tu le gères, ce sentiment de culpabilité? Et je te pose la question parce que j'en parlais avec un vieux copain il y a plusieurs mois et qui était arrêté et qui me disait que c'était en fait qui culpabilisait, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a des équipes, parce que, il y a des missions et cetera. Enfin bref, un gars méga engagé et à un moment donné, ça a craqué comme ce que tu décris et il pouvait plus, mais il y avait quand même ce sentiment de culpabilité, tu vois? De se dire: «Mais, même au-delà de l'employeur, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que» Mmh. enfin, tu vois? En gros, je suis un peu une merde, tu vois? Je j'arrive plus à me relever, quoi. Alors qu'en réalité, quand tu regardes à l'échelle d'une vie, enfin, si tu as besoin de 3, 6, 9 mois, 18 mois pour te remettre, finalement, c'est pas si long que ça, si ça te permet derrière de prendre un départ de fou, mais voilà, je suis curieux de Mmh. savoir comment toi, tu as géré cette phase, vraiment initiale au début où il y a plus de culpabilité que d'envie de repartir? Ouais, bah, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est pas gérable. Tu vois? C'est juste pas gérable. On est traversé par plein d'émotions. On s'en veut de pas avoir vu. Enfin, évidemment que la culpabilité et la supprimer, ça apporte rien, en fait. Donc, bon, maintenant que j'ai vécu un peu plus de deuil dans ma vie et cetera et que je suis coach professionnel comme toi et que je vois les histoires que se racontent les gens, ben, c'est normal, en fait, de le ressentir. Par contre, c'est pas normal de le croire. Hem, mais ouais, le ressentir, en fait, c'est vraiment la perte d'une identité et tu vois, je parlais avec une personne la semaine dernière, qui s'est rendue compte qu'elle était en burn-out il y a 1 ou 2 semaines. C'est extrêmement à vif et donc en général, c'est des personnes pour lesquelles, leur job, c'est toute leur vie. Donc Ouais. c'est là, en fait, ça va nous toucher vraiment plus profond et donc ouais, c'est la fin d'une identité, mais comme tu dis, c'est un investissement, j'adore ce que tu dis, c'est un investissement pour la suite.
moi, je préfère 100 fois avoir fait mon burn-out à 30 ans plutôt que à 45. Alors, je dis pas que les gens qui vont l'avoir à 45, c'est catastrophique. Non, non, je dis juste que pour moi, par rapport à mon parcours, je suis heureuse de m'être pris le mur plutôt que d'avoir finalement, mais ça c'est complètement personnel, hein, d'avoir progressivement, tu vois ce que je veux dire? Je suis contente d'être allée à fond et de m'être cognée pour avoir réagi parce que c'est mon caractère, parce que je pense que je me rendais vraiment pas compte que je faisais quelque chose parce que j'étais bonne à ce que je faisais, mais que c'était pas vraiment qui j'étais. Ouais. Et donc il y a aussi ce côté masque en fait. Je pense que dans la période de burn-out, il y a vraiment peler les couches et se rendre compte petit à petit que bah, peut-être que ça nous est arrivé à nous parce que finalement on surjouait quelque chose. On voulait vraiment, être, bah, voilà, irréprochable, parfait, aller à fond, faire plus, être toujours présent dans le cas de ton ami, tu vois, peut-être pour l'équipe. Hem, donc ouais, il y a un surengagement qui est en fait, pas soutenable, pour notre écologie intérieure, en fait. Mmh. On est juste en décalage avec ce qui est possible et cette société qui nous fait penser que on peut être on tout le temps et jamais off, bah, j'aime bien quand tu parles de, tu vois, quelques années de repos, enfin, qu'est-ce que c'est, 18 mois, 9 mois, 3 mois, bah, voilà, pour les personnes qui sont peut-être dans cette situation, qu'est-ce que c'est qu'une semaine de repos sur, C'est clair. toute une vie qui nous permet de prendre du recul, d'être à nouveau, bien avec nos proches, de revenir bien au travail plutôt que d'essayer de forcer et en fait tout le monde y perd. Ouais. On en parlait avec, Annika Horn dans son épisode. Elle nous racontait qu'elle avait pris, alors je crois que c'était 13, en gros 15 jours pour faire un trip à vélo en solo. Pour aller rejoindre son père qui était lui en Islande. Et donc elle est partie de Suisse, elle est remontée jusqu'aux Pays-Bas et de là elle a pris un ferry direction l'Islande. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que l'expérience était complètement dingue. C'était la première fois qu'elle prenait autant de temps pour elle et même si elle n'avait pas complètement déconnecté, elle avait quand même déconnecté bien plus que d'habitude. Et en fait, on s'était dit qu'il faudrait presque que ce soit limite recommandé par la médecine du travail, tu vois, une pause de une semaine, déconnexion totale en solo pour tout le monde, tu vois, parce que les bienfaits sont absolument extraordinaires. Et en fait, c'est vraiment un truc de société où, en tout cas en Occident, on ne valorise pas le fait de ralentir. Ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Tu vois, tu regardes l'entrepreneuriat, si tu crées ta boîte, tu te mets à communiquer sur LinkedIn, 3 mois plus tard, tu es déprimé, tu vois. Tu vois que des histoires de gens qui, soi-disant, ont levé 3 millions en 2 semaines, qui dorment 1 heure tous les 7 jours, et qui travaillent comme des chiens. Enfin, tu vois, c'est ça qu'on nous vend, quoi, alors que c'est Ouais. juste absolument pas tenable. Et, et même dans le sport, tu vois, c'est un peu la course enfin, le sport, l'aventure, c'est un petit peu, parfois, on peut avoir l'impression que c'est la course au toujours plus, tu vois. Il y a 10 ans, faire un Ironman, c'était un truc de fou. Maintenant, t'as des gars qui font des DK Ironman, tu vois. Et t'en as de plus en plus. Donc, voilà. Bref, petit partage, mais Non, mais c'est c'est ça à intéressant quoi ce que tu me fais non, mais penser. c'est intéressant ce que ouais, mais ce que tu dis, c'est très vrai, tu vois? Enfin, moi, c'est intéressant parce que j'ai commencé à voyager sans vraiment, internet, réseaux sociaux. Enfin, je communique, je pense que je suis sur Instagram depuis 2020, tu vois? Et tout ce temps-là, je me rendais pas compte qu'il y avait, enfin, que d'autres personnes faisaient des choses, tu vois ce que je veux dire? Je faisais par rapport à Mhm. moi et je pense qu'effectivement, il y a toute une génération qui arrive et qui a des envies par rapport à ce qui a déjà été fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je me rappelle faire du stop en Écosse avec mon chéri et les nanas qui nous ont prises en stop, elles avaient fait leur parcours par rapport à des photos Instagram qu'elles avaient vues, tu vois? Ouais. Et moi j'ai pas, enfin voilà, je pense qu'il y a une génération avant, tu vois, qui a suivi l'instinct, qui a rencontré des gens qui, enfin bon voilà, c'est pas tout à fait ce que je voulais te dire par rapport à ce que tu disais, mais je voulais revenir sur ce que tu disais sur, unplug, enfin, sortir, aller en Ouais. nature. Je pense qu'aussi en Europe, on est dans un environnement qui est tellement en fait, densifié en population et cetera, que la manière qu'on a de se, comment dire? De se «reposer» entre guillemets, enfin, le week-end, enfin moi en tout cas à l'époque, c'était, aller voir des potes, faire des sorties, enfin, c'était encore de l'activité. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? J'avais vraiment Ouais. ce truc en grandissant de un week-end où je fous rien chez moi, c'est être feignant, en fait. Ouais. Et et donc je compensais la tension du travail par plus d'activités perso, parce qu'il fallait que je rééquilibre, c'était pas du tout conscient, hein, mais que je rééquilibre, bah, j'ai tellement donné au travail, maintenant à moi de me, entre guillemets, «payer» et de me récompenser avec, Mhm. voir des potes, aller m'acheter des fringues, j'en sais rien, enfin, chacun a sa propre stratégie et je me demande, tu vois, si c'est pas, le fait aussi d'avoir
que je parle de Nouvelle-Zélande, de Californie, des endroits qui sont quand même plus vierges, plus sauvages, et donc moins densément peuplés, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, en fait, d'être hors De connexion. déconnecter, ouais, Il y a ouais. plein d'endroits où il y a pas de réseau téléphonique. Tu vois, tu peux être marcher autant en Europe, mais il y a toujours le réseau téléphonique. Ouais, Et pour beaucoup, la tentation de poster sur Instagram, enfin, moi, je sais que c'est très vrai. souvent, je vais marcher sans mon téléphone. Mais aujourd'hui, bah, allez, je vais prendre une photo pour l'envoyer à un tel ou pour repérer telle fleur. Enfin, on se fait avoir, en fait, par la technologie qui est là et on n'arrive pas à lâcher et à être seulement avec soi-même, en fait. Qui est C'est le vrai. remède, en fait. Mmh. C'est vrai. Bah, tu vois, je suis parti faire une expédition sur un bateau viking en Norvège avec un Oui, j'ai collectif qui écouté! s'appelle les Bâtards, voilà. Et c'était ouf. Bautar, tu as dit? Bautar, exactement. Donc, qui veut dire, s'il y en a qui n'ont pas écouté, les liens sont en description, ça veut dire bateau en islandais. C'est des gars c'est un collectif complètement fou. Ils construisent un bateau dans Toulouse pour faire Toulouse-New York en 2026. Ça a été reporté d'un an. Voilà, donc truc de fou. Et bref, ils en ont déjà construit un qui fait 12 mètres. Et ils partent tous les étés pour faire des expéditions, pour s'entraîner. Et donc là, je les ai rejoints sur l'expédition de 2023. J'ai fait une mini-série audio en 3 épisodes. C'était incroyable. Je les ai rejoints, moi, à Ølesund, donc c'est à peu près au milieu de la Norvège. Et on est descendu jusqu'à Bergen, au sud, qui est l'ancienne capitale. Et c'était fou, les paysages, vraiment, tout ce que tu peux imaginer de la Norvège, hyper sauvage, des fjords, etc. Enfin, vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'en termes de déconnexion, bon, déjà, on était nombreux, on était 10, mais même, réseau 4G, enfin 5G même, partout. Partout, partout, partout. C'est au milieu d'un Waouh! fjord, à une journée de navigation du premier patelin, full 5G. Et donc, c'est tout bête. Mais du coup, tu sais, c'est tellement magnifique ce que tu vois autour de toi que, en fait, tu fais pas gaffe. Tu prends une photo, tu l'envoies, puis du coup, t'en profites, tu checkes tes mails, puis tu te dis, attends, mais oui, mais alors attends, je vais regarder du coup la story que j'ai mis où j'ai demandé l'avis des gens sur le paysage, qu'est-ce qu'ils ont. Et en fait, t'es dedans, tu vois. T'as pas coupé, t'es dedans. Donc ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, je pense qu'en Californie, ça doit être alors, ouais, Californie et Nouvelle-Zélande, remarque, hein, vu la densité de population de Nouvelle-Zélande, ça doit être effectivement beaucoup plus facile euh, de vraiment couper. Ouais. Et tu vois, c'est drôle parce que je te parle de ça parce que j'ai fait donc pas mal j'ai fait à peu près 6 semaines de rando solo dans l'île du Sud, à un moment donné et en fin de saison, c'est le début de la neige et tout, c'était trop bien. Et donc il y a une cabane où j'ai trouvé du réseau, le soir. Et j'ai pas fait exprès, tu vois? Et il y avait le soleil, le coucher de soleil avait été magnifique, donc du coup, j'ai commencé à envoyer la photo du coucher de soleil à, mon chéri, à ma mère, j'en sais rien, enfin à des amis. Et puis, j'ai commencé à avoir des réponses. Je me dis: «Oh punaise! Non, 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 non!» Je voulais écrire dans mon carnet à la bougie, je voulais lire mon bouquin, oui, j'ai eu envie et l'élan de partager ça en me disant: «C'est génial, j'ai du réseau». Mais stop, en fait, j'envoie Ouais, la photo, mais je suis pas en train de raconter ma journée ou d'avoir une conversation que je peux avoir dans 3 jours, en fait. ouais. Donc ouais, juste petite chose sur, les 3 épisodes, dont tu parles, la manière que tu as de décrire, enfin, je recommande à tout le monde d'aller écouter parce que je trouve que ton écriture est vraiment très, très chouette. Enfin, je trouve que ta Eh ben, narration est, merci. vraiment géniale. On s'y croit vraiment. Enfin, la manière que tu as de décrire les paysages et tout, c'est, vraiment très, très fort. Eh ben, écoute, merci. Pour donc ce burn-out arrive, tu disais en 2014, tu mets 9 mois à peu près à tourner la page, ce que tu disais. Ouais, je Euh, pars en mars 2015. Mars Mmh. 2015, ok. Alors même Un si là, tu as déjà... printemps. Printemps, ok. Là, tu as déjà donné pas mal d'éléments sur ce qui t'attire dans le voyage, mais moi, je serais quand même curieux de savoir quelle vertu thérapeutique est-ce que tu as trouvé au voyage. Pourquoi est-ce que ça a été le voyage et pas, je sais pas, le sport extrême ou la couture ou j'en sais rien, ou n'importe quoi, tu vois. Alors pour la couture, j'ai pas la réponse. Pour le sport extrême, c'est simple, j'avais pas du tout la capacité. J'étais vraiment faible, à tous les niveaux et et donc le voyage parce que je cherchais à, entre guillemets, «acheter du temps». Hmm. C'était le temps que je cherchais, plus que l'espace en fait, le temps. J'étais encore, très bah, voilà, je dormais très mal, la confiance en soi, je pense aussi, certainement assez faible, encore, donc bon, j'étais vraiment pas, capable d'être productive dans notre société de consommation ou de travail et cetera, donc le voyage, c'est la parenthèse, c'est le pas de côté, c'est le sentier, et non plus l'autoroute et
Je commence alors c'est drôle parce que en fait, on a tous besoin d'avoir un projet pour se sentir, conforté au début, puis après on lâche petit à petit les amarres et puis on va un peu plus, au large. J'ai commencé par un chantier solidaire, enfin une formation pour former des chantiers solidaires. Quelque chose qui m'avait toujours appelé. Alors voilà, je pense que burn-out, dépression, c'est un peu tout le temps la même chose, rupture amoureuse d'ailleurs aussi. On se pose toujours la question de, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire? Et moi, il y Mmh. avait depuis, mon année de seconde, l'envie de faire un chantier solidaire en Islande, chose que j'avais finalement faite que j'ai faite en 2012, donc j'ai fait un petit peu plus tôt. Mais j'avais vraiment cette idée d'aller quelque part et de pouvoir contribuer, à la vie sur place. En clair, pouvoir être local, sans, t'engager dans chercher le job, l'appartement, le truc, mais voilà, un séjour sur place, pour être au plus près des habitants, des territoires, de l'histoire, et cetera. Et donc je vois passer, c'est très drôle, le jour où j'appelle la DRH pour dire que je ne reviendrai pas, le soir même, je vois passer une offre pour, une formation au chantier solidaire avec l'association avec laquelle j'étais partie en Islande. Donc cette, formation-là a lieu en Sicile, très bien, je postule et donc j'y vais en mars et donc j'ai commencé comme ça, en fait, j'ai commencé avec, très bien, pendant l'été, je pourrais accueillir des gens du monde entier sur un projet peut-être de rénovation d'un château, dans le sud de la France ou, peu importe en fait, Énorme. tout était ouvert. Puis finalement ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. J'ai fait la formation, j'ai rencontré des gens et puis après j'ai commencé à voyager toute seule en Sicile. Le 1er jour où j'étais seule, je pense, je rencontre un gars qui voyageait aussi solo et donc je fais péter le frein de, voyager avec un inconnu. Enfin voilà, après la vie me prend par la main et je pense que ça tu déjà dû l'entendre beaucoup de fois. On prend la décision, on ferme la porte de chez soi et après, l'univers il prend en charge le reste, quoi. Incroyable. Je peux te faire la transition avec ce que tu as dit avant. Je trouve en fait mon style de voyage, cet été-là, en fait printemps-été-là, je cherche à voyager, à «l'ancienne» entre guillemets, enfin l'ancienne vie, c'est-à-dire que je vais, 3 semaines en Grèce, après ça et puis, en fait, ça m'épuise. Pousser ton sac à dos, refaire ton sac, tous les jours, aller au prochain endroit, visiter, c'est plus moi en fait. Ça, c'est la vie, c'est le tourisme, c'est pas le voyage en fait. Je suis pas encore au Mmh. voyage et j'arrive en juin à Copenhague, pour aider à restaurer un voilier scandinave qui lui fait 35 mètres Ouf! avec 2 mâts et j'y vais pour 2 semaines en me disant: «On verra bien ce que ça donne». Ils organisent, un festival pour lever des fonds, pour, parler de leur projet. Le but, c'était de convertir le voilier en voilier cargo pour, revenir au transport à la voile, d'antan pour, voilà, pour être plus écolo et puis, en fait, j'adore les gens, j'adore le bateau, j'adore la vie à bord et puis j'y passe, 3 mois. Voilà, donc en rapport avec ton expérience, à la voile, scandinave aussi. Excellent. Donc en fait, je Excellent. pars en Nouvelle-Zélande en sachant ce que je veux, en fait. Je veux y aller Ouais. lentement et donc ce que je cherche, c'est un petit pays, un endroit où c'est safe pour une femme parce que bon, je suis encore une débutante et un endroit où je peux, aider les gens contre le gîte et le couvert. Donc c'est ça que j'ai fait, en fait, sur le voilier. Donc tu pas de frais, donc tu as un Mmh. temps infini. OK, Nouvelle-Zélande, donc et par rapport à cet objectif, enfin, ce que tu viens d'expliquer, que tu te sentais encore, débutante et que tu avais besoin d'être dans un endroit, finalement où c'est «facile» entre guillemets, enfin facile, plus simple peut-être Oui. de faire ses armes, où il y a moins de complexité à gérer. In fine, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as trouvé finalement ce que tu étais partie chercher ou il y a eu d'autres choses? Ah non, alors là, je suis complètement confirmée. C'est juste c'est la révélation. C'est, OK, le check d'être toute seule, vendu. Savoir me débrouiller, vendu. Savoir que je peux, partager mon voyage avec des personnes si j'en ai envie, vendu. Savoir que je peux, rejoindre des projets super intéressants et rencontrer des personnes qui vivent différemment. Je pense qu'il y avait aussi ça. Il y avait cette quête de: «OK, j'ai suivi l'autoroute. Maintenant, quelles sont les autres possibilités? Comment est-ce que d'autres vivent?» Et je pense que c'est ça que j'ai utilisé d'ailleurs en Nouvelle-Zélande quand je suis arrivée, que j'ai créé mon «profil» entre guillemets de recherche d'hôtes, donc c'était Helpex que j'utilisais, aujourd'hui il y en a d'autres, il y a Workaway, enfin bref, des sites qui mettent en relation des hôtes avec des voyageurs. C'était vraiment ça, je cherchais des, career shifters en anglais, donc des personnes qui changent de carrière, qui se réinventent. J'avais peut-être un peu ce truc de je veux, hem, trouver des endroits où je serai accueillie et je veux rencontrer des personnes qui vont
m'ouvrir plus de perspectives en fait que ce que je connais par mon entourage, ma famille et mes expériences passées. Donc c'est Mmh. vraiment le but de prendre le temps de m'ouvrir, tout simplement de recevoir. Est-ce que par ailleurs tu es, une fan du Seigneur des Anneaux? Absolument. Je Ah! les ai Mais tous lus avant fabuleux! avant qu'ils soient films. Ouais. Excellent. Ah voilà, OK, très, très bien, très, très bien, parfait. Est-ce que est-ce que alors blague à part, est-ce que ça a joué dans le choix de la destination ou pas du tout? Et si ça a joué, est-ce que tu es allé faire des Absolument pas. tours, ah pas mince, OK, dommage. Je te casse la baraque tout de suite. Eh bien, je pense que c'est intéressant que tu vois, quand je dis, pour les personnes qui se posent la question partir, pas partir, quand je dis que l'univers, il te place sur la bonne direction et puis tu as eu Linda Bortoletto, de toute façon, qui t'a déjà dit ça. Enfin, Yes. les choses nous tombent du ciel quand on est à l'écoute ou quand on demande, tout simplement. Enfin, quand on est prêt à entendre, c'est ça que je veux dire par là. Je vais à un festival donc en fait, mon burn-out, c'est en juin. Je reprends, mon courage à 2 mains et je repars une semaine juste avant mes congés de l'été et en fait, après de septembre jusqu'à mi-octobre, j'y vais à fond et puis après je m'écroule. À nouveau et encore pire et pendant cette période septembre-octobre, j'avais un salon que j'organisais, à Paris et il y avait aussi un festival, de voyageurs où je vais. J'apprends d'ailleurs, enfin où je vois le premier film sur le Sun Trip qui donc, tadada, teasing, a lieu en 2019 pour moi. Et là, il y avait un stand de Nouvelle-Zélande avec, ils distribuaient des cartes. Des cartes de la Nouvelle-Zélande. Et moi, je suis une fanat de cartes. Déjà dans mes toilettes, j'avais refait tous les murs avec toutes mes cartes. Avec, par exemple pour les stands, tu vois, écrire telle date, tel endroit, machin, et le truc qui m'avait plu. Enfin, voilà, moi je suis passion carte, donc une fois que tu me mets une carte dans les mains, c'est foutu en fait. Parce que je commence à me faire tous mes films. Donc non, pas vraiment et en fait, je pense que j'ai un peu fui le truc, côté Seigneur des Anneaux, commercial et cetera. Enfin, ça m'a pas parlé avec l'énergie dans laquelle je me trouvais. OK. Cependant, je peux te dire que j'ai chassé le lapin, sur, le champ, enfin au-dessus du champ qui est la dernière bataille. OK. Mais personne ne sait que ça l'est à part les locaux, tu vois? Donc évidemment que tu croises, des endroits qui sont apparentés au Seigneur des Anneaux, mais ça n'était absolument pas le point de départ. Voilà, OK. OK, mais OK. ouais. Ah, quand j'étais allé, j'avais, alors comme toi, je suis pas méga fan de l'aspect, commercial de la chose et je suis avant tout un fan du livre que j'ai relu il y a, 2 mois, je crois. Mais par contre, les paysages du genre, Edoras, tu vois? Les grandes plaines, Ouais. avec du vent et cetera, j'aurais bien aimé aller faire un tour dans ces coins-là. Je sais même pas d'ailleurs si c'est île du Nord ou île du Sud. Je pense que ça doit être île du Sud plutôt, enfin, j'en sais rien. Ouais, je dirais Mais sud, ouais. ouais, ce genre de paysage, incroyable. Mais du coup, la Nouvelle-Zélande, comment tu étais organisé? C'était vraiment par rapport au taf que tu trouvais ou tu suivais un itinéraire du type comment il s'appelle? C'est le Te Araroa, l'immense, sentier qui Alors part du nord au sud? ouais, alors à l'époque, je me sentais absolument pas de faire de la marche longue distance. OK. Heu, donc moi c'est drôle quand tu me dis comment c'était organisé. Alors l'organisation de départ, le billet d'avion, le visa et après j'ai pris 4 nuits à Auckland pour l'atterrissage, tu vois? Ouais. Je trouve un job de fille au pair, le premier jour, enfin je suis en complètement jet lag, donc entre 2 siestes, je vois une offre pour, une famille qui était, australo-néo-zélandaise, mais qui avait 4 garçons, dont 3 étaient scolarisés dans une école française et OK. ils cherchaient une au pair. Mais moi ça m'a jamais intéressé d'être fille au pair, je parlais déjà anglais et puis je voulais bouger. Mais je sais pas, j'ai le feeling, hein, j'ai trouvé vraiment super chouette ce qui était dit dans l'annonce et donc je les ai appelés. Heu, pour voir quoi, enfin ça coûte rien d'appeler quoi. Donc j'appelle et ils me disent: «Ah ben oui en effet on a trouvé quelqu'un» et je dis: «Elle arrive bientôt», je sais plus ce qu'ils ont dit et je dis: «Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour l'intérim, je peux venir vous voir, on est samedi, si vous voulez je peux venir vous voir, demain après-midi et puis, on peut voir si oui ou non ça vous intéresse». Enfin j'ai vraiment mis le pied dans la porte, en me surprenant moi-même d'ailleurs. Et ben, je les ai vus l'après-midi, je suis restée à dîner, j'ai commencé à travailler pour eux le lundi. Énorme. Donc ça m'a permis, tu vois, en fait, ça aurait dû être 3 semaines, finalement, c'est devenu 6 semaines parce que la personne, venait avec un copain, avec son conjoint et puis voulait faire finalement 6 mois en Nouvelle-Zélande, 6 mois en Australie. Donc finalement, ils voulaient pas enfin voilà, c'était juste, ça devenait plus que 3 semaines, donc ça leur allait pas. Mmh. Enfin 3 mois, pardon. Donc j'ai passé 6 semaines avec eux et c'était juste génial pour une introduction à la culture locale puisque, en fait, il y avait 4 enfants, le dernier avait 1 an et donc j'étais souvent avec le père et le petit.
Et donc il était super intéressé à partager, avec moi, des faits culturels. En plus, c'était la coupe du monde de rugby, donc évidemment, enfin voilà. Donc c'était vraiment, vraiment super chouette comme accueil. Et puis au bout de 3 semaines, je savais pas encore, où je voulais aller. En fait, je dis que les cartes, voilà, tu me donnes une carte, j'ai plein d'idées. Malgré tout, tu arrives sur place, tu sais pas encore, où aller, comment. Enfin si, tu as les trucs touristiques, mais où est-ce que moi je me sentirais bien? Qu'est-ce que moi j'aurais envie de faire? Et le site Helpex, qui est extrêmement, en tout cas, après moi je parle de 2015-2016, hein, à l'époque était extrêmement développé. Il devait y avoir 5 000-6 000 personnes qui recevaient des Ah oui. voyageurs en Nouvelle-Zélande. Je reçois en fait des offres. J'ai des gens qui m'écrivent en me disant: «Oh Perrine, j'ai vu ton profil, ça m'intéresse. Est-ce que tu veux venir faire ci? Est-ce que tu veux venir faire ça? On est à tel endroit. Moi aussi, je me suis cramée au boulot. Viens, rejoins-nous, c'est vachement plus cool ce qu'on fait à la ferme». Enfin, c'est des messages super, super sympas. Et la 4e semaine, donc tu vois, c'est drôle, ça devait être 3. Et la 3e semaine, je sais toujours pas. Et la 4e semaine, quand je décide de rajouter 3 semaines, j'ai quelqu'un qui m'écrit en me disant: «Je fais de l'apiculture, j'aime beaucoup ton profil, je vais beaucoup au marché et puis je me déplace aussi sur, les propriétés de personnes chez qui j'ai des ruches, donc je te propose, de venir m'aider, de rencontrer des gens et de découvrir, le nord de l'île du Nord». Allez, banco. Moi, j'ai toujours eu envie de faire l'apiculture. Mon grand-père avait des ruches en Ariège. Quand il a parlé d'arrêter, je m'étais dit: «Ah, j'aimerais bien, prendre la suite». Bon, il est décédé pile poil, enfin bref, ça s'est pas fait. Et donc voilà, donc encore un petit clin d'œil de l'univers. Donc j'ai commencé par ça et puis après, ben, même système, quand je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, ben, il y avait quelque chose qui se présentait, ou j'écrivais dans mon carnet un petit peu mes frustrations ou mes doutes, et cetera. Et puis, dans les 3 heures qui suivaient, la solution apparaissait, quoi. Comme on a déjà pas mal de points communs dans nos parcours, je serais curieux de savoir où tu étais dans l'île du Nord. Alors dans ce cas-là, j'étais à Waipu, donc sur la côte est, et on allait au marché de Whangarei. OK. Donc qui est juste avant, en fait. Après il y a Paya Paya et il y a, le Cap Renga, donc à l'est Yes. OK. du nord de l'île du Nord. OK. Et le Te Heu, Araroa passe très, très très près de Waipu d'ailleurs. ouais. Très bien. Très bien, très bien. Je vais regarder tout ça, j'ai une carte sous les yeux là, j'étais du côté de Whangarei sur une ferme laitière, Oui, ben mais voilà, mais quand je dis Whangarei, c'est Whangarei, c'est ah ça se pro WH. ah je savais pas que ça se prononçait, le WH tu le prononces, F? Feu, ouais, OK, Whangarei, ouais. OK, Donc on est au même endroit. Et là, il y a OK. plein de voiliers aussi. Donc moi, je ziotais très, très fort aussi, Ouais. les, heu, Et ouais. les personnes qui traversaient. Ouais. OK, donc un point commun de plus, on était au même endroit en Nouvelle-Zélande. Ça commence à faire beaucoup. Si on f Donc ça, Oui, c'était parce que les 2. auditeurs ne savent pas qu'on a parlé de Suisse Oui, voilà, avant, oui. d'école de Oui, commerce, de oui, parce qu'on était en off avant et en fait, on a fait, alors à l'époque, c'était 2 écoles différentes, mais on a fait la même école de commerce, on a tous les 2 travaillé en Suisse, on est tous les 2 passés par la même, j'allais dire institut, le même, j'ai pas le terme qui me vient, mais, on a la même certification en le même coaching, on peut certification de dire. coaching, voilà, merci, de Ouais. l'ICF, qui est le plus gros, en gros, le plus grosse organisation de coaching, internationale et là, bah, du coup, on était au même endroit en Nouvelle-Zélande. Voilà. Ce qui est assez Voyons si fou. on en trouve plus. Ouais, voyons si on en trouve plus. Alors, à traverser de l'Atlantique, c'est sûr que non, parce que ça, j'ai pas fait. Mais je serais curieux de savoir. Donc là, c'était, et tu me dis si c'est pas comme ça que tu le vois, mais la manière dont tu le racontes et le moment auquel c'est arrivé dans ta vie, j'ai un peu l'impression que c'était finalement le voyage de la deuxième naissance, tu vois, où il y a eu une sorte de réalignement des planètes, où Mmh. tu as appris à te réécouter et finalement à suivre le chemin qui, toi, te faisait vibrer. Si on fait un espèce de fast forward entre 2015 la Nouvelle-Zélande et la Californie aujourd'hui, ça a été quoi les grands jalons de ce parcours, en tout cas les grandes étapes qui t'ont conforté dans ce nouveau chemin de vie? Mmh. Hem, en fait, je pense que dans le burn-out, il y a aussi cette prise de conscience que ça peut s'arrêter, en fait. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est, vivre maintenant ou pas, enfin, il y a pas le choix, en fait, vivons, quoi. Vivons. Et donc tu mentionnes la traversée atlantique à la voile. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à prendre confiance, comme c'est mon cas en Nouvelle-Zélande et dans le voyage, tu te rends compte que c'est toi qui décides et que c'est pas, ouais, quand je serai à la retraite ou je peux pas me le permettre. Enfin, c'est juste, tu décides oui ou non.
et tu prends ta décision. Et après, je pense que, alors, je veux pas généraliser en disant qu'il y a pas de mauvaises décisions, mais en fait, quand on prend une décision, à nous de faire en sorte que ça fonctionne, et que ça fonctionne pas là maintenant, peut-être ça fonctionnera plus tard, différemment. Enfin, je me rends compte qu'il y a plein de possibilités en fait, et qu'il y a plein de solutions. À traverser l'Atlantique, moi, c'est une idée qui m'est venue en 2014 quand je marchais dans le désert au Maroc. J'étais sur la plus haute dune au coucher de soleil, toute seule, en silence, et je me suis dit à quoi ça ressemblerait d'être dans un désert aquatique, un désert aqueux, je sais pas si vraiment ça se dit comme ça, mais un désert liquide. À quoi ça ressemblerait d'être 15 jours comme ça, isolé du monde, ou comme, dans notre cas là avec les animaux, il nous faut de l'eau et on n'a pas trop le choix sur la route. Enfin bref, autour de nous en fait tout est, hostile. Et donc j'avais cette idée qui m'était venue en me disant: «Ah, ce serait quand même génial un jour d'explorer le désert liquide». Et donc plus j'avance dans mes voyages et plus je me dis: «Mais en fait, c'est toi qui décides, Perrine». Donc l'idée du voilier à Copenhague, c'était me rapprocher du milieu, de la voile que je ne connaissais absolument pas. En Nouvelle-Zélande, je rejoins un capitaine, qui, a besoin de quelqu'un pour l'aider, de préférence une femme, parce qu'il emmène des jeunes, en nature, wilderness, vraiment déconnectés, pas d'appareil technologique, il y a pas de réseau téléphonique de toute façon, bref, il les amène vraiment en voyage de reconnexion. Et donc petit à petit, en fait, je pose tous les jalons. Et donc je sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais en fait, plus tu renforces le muscle, plus tu te dis Ouais. que c'est possible. Mmh. 2017 et 2018, je passe, 5 à 6 mois à la voile, parce que j'ai vraiment l'objectif de maîtriser mieux et de rencontrer des personnes et voilà. Donc en fait, je décide vraiment que je veux aller au bout du rêve en, en 2017. En fait, une fois que je suis avec le chéri, que j'ai ouvert toutes les portes et que je suis en train d'être tentée de revenir et de me dire: «Ah mais non, mais la vie c'est pas ça», enfin voilà. Quand je suis confrontée à ce que les personnes me disent de, hem, enfin c'est pas une manière de vivre, en fait, j'ai mon chéri qui me dit: «Mais depuis que je t'ai rencontré, tu parles de traverser à la voile, tu veux le faire oui ou non?» Et il a raison, si je veux le faire, c'est maintenant, c'est pas, Ouais. quand j'aurai repris une activité professionnelle, quand je me serai justement donc, formée au coaching, démarrer mon activité, après tu rates le voilà, donc le coach, c'était à ce moment-là et donc j'y vais à fond, et au passage, je vais naviguer en mer Baltique, en Méditerranée, je vais dans tous les archipels de Macaronésie, c'est-à-dire, Açores, Madère, Canaries, Cap-Vert, enfin voilà quoi, je rencontre des capitaines, je rencontre des lieux et je kiffe, tout simplement. Comment tu le fais Ça avec du recul, ce passage à l'action? Parce que c'est une chose de dire, tu vois: «J'ai un rêve, quelque chose qui me fait vibrer depuis longtemps». Ça, c'est une chose et après le fait de mettre tout ce qu'il faut en place et de faire ce premier pas, qui est peut-être le plus difficile, c'en est une mmh autre. Donc je serais curieux de savoir, tu vois, et même de manière générale, là, on parle de la voile, mais de manière générale, comment est-ce que toi, tu passes de la réflexion, des rêves, à l'action, au concret? ouais. Je pense que ce qui nous manque cruellement dans cette société, c'est du temps de silence, en fait. Je pense que c'est dans le silence que ça émerge, tu vois? Quand une chose est vraiment, vraiment là. Heu, je vais reprendre le grand classique de Paulo Coelho avec, L'Alchimiste, hein, l'univers, il conspire pour que tu vives ta légende personnelle et il va continuer à t'envoyer des signes jusqu'à ce que enfin, quand tu ignores les signes, il comprend le message et il passe à quelqu'un d'autre, quoi, tu vois? Et donc je pense que pour moi, le fait d'être, de ménager des espaces et des temps de silence, ça me permet vraiment de décider et après une fois que tu décides, tu y vas en fait. Alors je dis pas que les doutes sont pas là, mais à nouveau, quand il y a un doute, quand il y a une complication, est-ce que c'est vraiment du game over? Est-ce que finalement j'en veux plus? Est-ce que ça marche pas parce que moi je suis plus dedans? Ou est-ce que c'est juste que j'ai pas la bonne approche, que j'ai pas poussé la bonne porte, que j'ai pas posé la question, pas fait la recherche, que j'ai pas encore la compétence? Enfin, c'est tout ce qu'on fait en coaching, nous, avec nos Mmh. clients, hein, d'aller chercher nos talents, nos envies profondes et d'ajuster, corriger, dépasser. Je sais pas, ça me paraît un peu simple, mais c'est vrai que ça l'était pas pour moi il y a quelques années. Mais en tout cas, moi, il y a vraiment une chose que je fais dans ma vie qui est alors que je suis en couple et que j'adore voyager avec mon chéri, j'adore, enfin là, cette année, c'est vraiment une fois par trimestre, je pars toute seule pendant, 1 nuit ou 3 jours ou 4 jours, pour, sortir de mon bureau, sortir de mon quotidien, sortir de voilà, déconnecter pour reconnecter. Après il y a le carnet qui marche très bien, hein, écrire dans son petit carnet, Ouais. ça fait des miracles, hein.
sur le fait de partir en solo. Ça, j'ai un peu l'impression, je serais curieux d'avoir ton avis, quand on parle autour de toi, comment les gens réagissent, mais j'ai un peu l'impression que c'est un autre aspect de notre société qui est pas, nécessairement très, valorisé, le fait de faire des choses seul ou en tout cas de prendre ce temps de reconnexion. Moi, je sais que j'en ai énormément besoin aussi, tu vois? Mais certains potes, quand je leur dis: «Bah, voilà, là, je suis allé passer une nuit en refuge solo», enfin, ils hallucinent, tu vois? Ils me disent: «Ah bon? Mais enfin, comment C'est ça? dangereux. Pourquoi tout seul?» C'est genre, c'est un peu bizarre, en fait. Donc je sais pas, comment tes amis, tes proches réagissent, ou réagissaient peut-être au début, quand tu t'es autorisé, ces moments, pour toi, avec toi? Ouais et ben, j'aime bien que tu dises, au début parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Je pense que les freins, c'est le regard des autres au début Mmh. et moi, en plus, je suis une femme donc en tant que femme, ben, on te regarde en te disant, c'est Jeanne qui te disait que c'était condescendant, tu sais, des fois, Ouais, des ouais. gens mais enfin, voilà, une femme toute seule, il faut aller lui porter secours parce qu'elle sait pas ce qu'elle fait, en fait, donc ouais, bah, mes proches, évidemment, mes parents étaient, tu vois, tu pars en Nouvelle-Zélande seul, c'est le bout du monde, donc ça fait peur. Je dis: «Mais en fait, c'est pas plus loin que l'Allemagne», hein, tu vois? Enfin, Ouais. je veux dire, tu peux prendre un avion et y être 24 heures plus tard. En Allemagne, c'est pareil, si tu commences à conduire, ça te prend aussi certainement ce temps-là, tu vois? Et puis j'avais 18 ans quand je suis partie en Allemagne, là, j'en avais 30, tu vois? Ouais, ouais. Hem, Aux États-Unis, c'est, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent, «Mais comment tu fais, en fait?» Aux États-Unis, il y a une telle peur enfin, il y a les 2. Il y a la culture outdoors, exceptionnelle, où on respecte la vie sauvage, où on sait qu'il y a des cougars, où on sait qu'il y a des ours et cetera et en même temps, il y a, «Mais tu pars toute seule, où est ton mari, quoi?» Enfin, Ouais. tu vois? Mais c'est intéressant de voir que, bah, quand les gens te connaissent et t'apprécient et de se permettre de te poser la question, ça ouvre des portes pour eux et elles-mêmes. Il y a beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont la cinquantaine qui commencent à faire ça maintenant, tu vois? Et je trouve ça vraiment génial et j'aurais aimé moi rencontrer plus de femmes avant. Tu vois, quand j'étais en Suisse, donc je suis allée pour le travail, au début je connaissais personne et donc les week-ends, j'osais pas aller enfin, j'ai Mmh. attendu d'avoir des potes pour aller randonner, quoi. Mais quel gâchis! Mais quel gâchis! Enfin, Ouais. c'est tellement dommage. Enfin, à ceux qui nous écoutent, ne gâchez pas vos j'adore quand tu dis qu'on a 4000 semaines dans notre vie. Bah, voilà, ne gâchons pas, tous ces week-ends, qui pourraient être, utilisés à faire des choses qui nous donnent envie et j'aimerais rebondir, sur ce que tu disais quand tu dis que toi tu as besoin de temps de recul. Moi, je pensais que j'étais extravertie toute l'année de ma vingtaine et ce que j'ai découvert, c'est que je suis quand même plutôt ambiverte en anglais. Je suis entre les 2 en fait. Je me recharge quand même beaucoup plus au calme qu'avec les gens, en fait. Je peux être à l'aise et donc extravertie sociale, mais malgré tout, la définition normalement, c'est tu te recharges avec les autres, tu es extraverti, tu te recharges seul, tu es introverti et moi, c'est seul que je me recharge. Mmh. Donc retrouver sa propre nature, c'est une grosse partie, je pense. Ouais, clairement. Et je pense que, c'est pour ça que, enfin, ça faisait partie des motivations, tu vois, à créer les frappés et c'est pour ça que j'adore rencontrer des gens comme, bah, comme toi. Parce que je pense qu'on a aussi besoin un peu de, tu vois, j'aime bien prendre cette image de l'éclaireur, tu vois, des personnes qui marchent un peu devant avec une lanterne dans la forêt Mmh. noire pour dire: «Allez, ben regarde, viens, c'est possible, il y a un chemin, hem, suis-moi», quoi, en gros, tu vois? Et je pense qu'on a vraiment besoin aussi de ces récits de parcours, pour faciliter le passage à l'action. Donc, Ouais très et j'ai une content, une anecdote fois à de te plus, fournir. on parle de tout ça. Mais ouais, vas-y, pardon, l'anecdote. Ouais, j'ai envie de non, j'aimerais beaucoup rebondir là-dessus parce que je pense que ça va parler à pas mal de personnes aussi. C'est, comme tu dis, moi ce que j'aime dans l'idée que tu as avec les frappés, c'est que frapper, c'est pas forcément, frapper, être, alors oui, tu as des personnes qui sont, des sportifs de haut niveau, des personnes qui font des choses extraordinaires et tout, mais ces personnes-là, elles ont pas commencé, tu me poses la question du premier pas, elles ont pas commencé tout de suite à fond. C'est C'est le clair. premier pas, puis le pas d'après, puis on pousse les murs de la cage, en fait. Et moi, je sais que ma première soirée en Nouvelle-Zélande, quand j'arrive, dans l'auberge de jeunesse, je rencontre une nana qui s'appelle Noémie, qui est française et elle est prête elle est prête. Elle termine son année en Nouvelle-Zélande et donc elle va prendre l'avion le lendemain et elle revient à Auckland et elle a remonté toute la Nouvelle-Zélande en stop. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait à la fin de mon année en Nouvelle-Zélande? J'ai remonté toute la Nouvelle-Zélande en stop. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une femme tu vois, en chair et en os devant moi, et non pas sur une scène forcément, tu vois, ou avec un palmarès extraordinaire, mais qui m'a juste expliqué qu'elle l'avait fait, que c'était génial et qu'elle avait kiffé et la graine est semée, en fait. C'est aussi simple que ça, de savoir que d'autres l'ont fait
plutôt que d'essayer d'imaginer un truc qui nous paraît Ouais, impossible. Tu vois ce que je veux dire? c'est Le clair, fait ouais. d'avoir un exemple visuel, auditif dans notre cas et de savoir que ça se fait, ben, ça permet à notre cerveau, de toute façon c'est prouvé au niveau, de l'imaginer, de le visualiser et donc le cerveau, il prend un peu toutes les micro-décisions et il lève tout plein de petits blocages en fait, déjà en arrière-plan puisque, ben, c'est possible, ça existe. D'où ma conclusion de l'intro que, une écoute régulière peut entraîner des changements, positifs importants dans nos vies. Mais j'y Ah oui, crois à non, c'est fond. pas mensonger, c'est pas mensonger. C'est clair. Mais alors attends, la transatlantique donc, parce que ça c'est quand même, un sacré morceau, c'était un rêve, tu viens pas d'une famille, de marins, enfin en tout cas où la mer était particulièrement, Non. ancrée, en tout cas pas au niveau de traverser transatlantique si j'ai bien compris. Tu Mmh. te donnes les moyens de le faire, mais in fine, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu peux peut-être nous parler, tu vois, lors de la traversée, des moments de doute, des épreuves que tu as affrontées? Parce que là, tu en parles très simplement avec beaucoup d'humilité, mais je suppose quand même que, il y a des challenges aussi. Oui, alors après, il y a 2 façons de le faire. Il y a décider d'aller sur une transatlantique, donc de prendre un billet, d'y aller sans expérience et de se confronter à toute la nouveauté. Moi, dans mon cas, j'avais déjà fait des passages, comme ils disent en anglais, donc des traversées, tu vois, par exemple, de Gibraltar jusqu'aux Canaries, de Mmh. Gibraltar jusqu'à Madère, de la Galice jusqu'à Madère, jusqu'aux Canaries, et cetera. Donc j'avais voulu sécuriser, donc en fait, il y a 2 parts de moi. Il y a la part intuitive et il y a la part, contrôle, organisé, travail. Moi, j'avais envie de prendre mon temps et aussi d'être, assurée que c'était quelque chose que j'étais capable et que j'avais envie de faire. Est-ce que j'ai le mal de mer? La question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que je peux supporter des gens dans un espace confiné? Ça aussi, c'est pas le cas de tout le monde et donc en fait, voilà, j'avais une préparation. C'est ça que je veux dire, c'est que je savais ce que c'était que de hisser une voile, de passer des nuits en mer, de tenir des quarts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Voilà, j'avais le bon équipement aussi, au niveau vêtements, Mmh. donc j'avais un peu le trac évidemment parce que tu sais que quand tu pars, tu t'élances donc avec les alizés. Il y a une période de l'année donnée où on sait que les vents poussent d'est en ouest facilement, donc en fait, entre guillemets, c'est facile. Le vent est assez, consistant, ça se dit en français? Régulier. Régulier, ouais. Le vent est régulier, il nous pousse vers l'ouest, donc bon, il y a pas vraiment un énorme challenge au niveau navigation, en fait, tu pointes ton cap, vers, les Caraïbes et puis, bah, voilà, faut juste ajuster les voiles en fonction du vent, ça, voilà, se relever, s'assurer qu'on va pas percuter, un conteneur qui flotte ou, bon voilà, il y a pas grand chose, hein, qui se passe. OK. Donc pour répondre à ta question, commencer, bah, c'est génial. C'est génial, je te parle de déconnexion. Dans notre cas, donc c'est à peu près 6-7 jours de l'Espagne jusqu'aux Canaries. Des Canaries au Cap-Vert, c'est 7 jours et ensuite il nous a fallu enfin, dans notre cas, hein, avec la taille du bateau et avec, les conditions météo qu'on a eues et ensuite ça a été 15 jours jusqu'à la Barbade. Donc 15 jours de bleu, bleu, bleu et bleu, un peu de blanc, des vagues traîtres de temps en temps qui t'arrosent. La nuit, souvent des grains qui te rincent, donc tu as une douche gratuite, donc ça c'est vraiment génial, mais ça veut quand même dire que tu as des énormes rafales de vent et que tu vois pas forcément même ton mât, donc il faut que tu tiennes ton cap pour pas empanner, c'est-à-dire avoir la voile qui passe d'un côté à l'autre et tout arracher. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait. C'est on était 4, donc le capitaine, mon chéri et un autre équipier et donc on se relayait toutes les 2 heures et on a pour économiser l'électricité et le, pilotage automatique, on a tout barré à la main, ce que j'ai trouvé génial. Waouh! Moi j'ai adoré, parce qu'au pilote automatique en fait, ben, tu regardes mais enfin voilà, je trouve que tu es moins engagé en fait dans l'acte. Mmh. Donc on avait des super abdos à la fin, mais ouais non, le côté silence et puis en fait, quand on prend le rythme, petit à petit, on est vraiment en espace clos, enfin espace clos, c'est pas ce que je veux dire, mais on est chacun dans notre monde. Heu, Tu lis ton bouquin, tu dors, tu barres. On mangeait ensemble le midi, enfin le midi à l'heure anglaise, enfin voilà, enfin après comme tu traverses pas mal de fuseaux horaires, tu sais pas trop, enfin voilà, donc on a gardé l'heure anglaise, l'heure du Cap-Vert tout le long. Mais voilà, on faisait un repas ensemble et après chacun vit sa vie et chacun est dans cette, enveloppe un peu de silence et de contemplation, méditation finalement. Il y a plus besoin de beaucoup se parler en fait. Heu
Ouais, c'est vraiment, et puis après bon évidemment des conversations quand on se relève, on se parle, au moment de relever la personne qui va partir et puis après, moi j'avais le capitaine qui venait qui me relevait. Je relevais mon chéri et lui me relevait et souvent il venait, 1 heure avant parce que comme il était anglais, ben, il lui fallait une cup of tea, donc il prenait le temps de la savourer et on papotait, sous les étoiles, on parlait de la vie et c'est juste génial quoi. C'est épatant de se dire qu'on passe 15 jours sans entendre, d'autres êtres humains, sans, passer à la station essence, enfin je dis le truc au hasard, sans passer au supermarché, sans Ouais. entendre un bruit de klaxon. Enfin, tu sais, tu réfléchis à tous ces trucs et sans odeur, en fait. Il y a pas vraiment d'odeur. L'odeur, on l'a, quand on est sur le rivage, mais elle existe pas vraiment, en fait, en mer et tu peux compter que sur toi-même et tu te poses la question de: «Qu'est-ce que tu peux rejeter à l'océan?» Ça, c'était vraiment moi, j'étais à fond zéro déchet, déjà. Bah, qu'est-ce qu'on peut rejeter? Même un sachet de thé, en fait, c'est plastifié, donc non. Et c'est là que tu te rends compte de tout ce qu'on produit Comme plastique, comme ouais. absurdité à terre. Ouais, Ouais, donc c'est vraiment un moment de se dire, waouh et puis de se rendre compte que l'océan, c'est quand même la majorité de notre planète. Là, je parle de l'Atlantique, mais ouais. tu regardes un globe, le Pacifique couvre toute une face et on le maltraite cet océan et enfin bon voilà, donc il y a tout un côté aussi, très militant qui surgit, je pense, dans ces réflexions. Le moindre oiseau est un miracle parce qu'ils sont tellement loin des terres que c'est extrêmement rare et tu en as qui reviennent, plusieurs jours de suite et qui cherchent à se poser sur, les barres de flèches. Enfin, tout est extraordinaire quoi. Des poissons volants, enfin, des petites choses, mais qui sont tout en fait. Le fait de vivre ça, alors vous étiez 4, mais dans l'eau, il y avait ton compagnon et le PCT, on est passé enfin, on s'y est pas encore attardé, mais c'était 150 jours, hein, tu dit? Ouais. Pour votre lune de miel, donc c'est quand même, là, pour le coup, c'est quand même très, 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 très long. Hem, Tu dirais que c'est je sais pas si tu as toujours des contacts avec du coup, les 2 autres membres de cet équipage, mais de manière générale, des aventures, des expériences aussi longues, partagées, tu dirais que de ton expérience, ça change quoi dans les relations? Parce que là, tu nous as pas mal évoqué, tu vois, de finalement l'impact que ça a pu avoir sur toi, ta réflexion, le fait d'apprécier des petits moments, c'est relativement personnel, mais dans les relations, qu'est-ce que ça change finalement? Ouais, c'est j'aime bien ta question parce que, effectivement, ce capitaine avec lequel on a traversé, on est toujours en contact avec lui. On est même allé le voir dans le Maryland, dans le Maryland en français. Le Maryland, en 2022, je crois que c'était. On avait un mariage sur la côte est et donc on allait le voir. Ah ouais, allez, petit aparté, quand on a traversé, il avait 69 ans. OK. Donc en 2018, le Covid arrive. Il a vendu son bateau, il est de retour en Angleterre parce qu'au départ, donc il est anglais, mais à 18 ans, il est parti au Canada. Donc il a vécu plutôt au Canada, mais il a sa copine en Angleterre. Enfin bref, on va pas faire toute l'histoire, mais il se retrouve en Angleterre pendant le Covid et il nous dit: «Mais regardez le mur, le plafond pendant, des mois, hors de question». Donc depuis l'Angleterre, il achète un nouveau bateau. Enfin, il achète un bateau d'occasion dans le Maryland ou à New York, peut-être, je sais plus, enfin quelque part sur la côte est. Et quand enfin il peut se rendre sur place et qu'il ouvre le bateau est plein de flotte. En fait, il y avait, Ah, des trous dans la quille et donc le truc était inondé. Et il dit: embêtant. «Mais en fait, on s'en fout». Non, mais il dit: «Mais en fait, on s'en fout. C'est que moi, j'ai besoin d'un projet pour continuer à vivre, en fait. Hors de question de faire partie de ces petits vieux qui font plus rien et tout». Enfin, c'est le genre de personnes qu'on rencontre et qui sont extraordinaires. Donc ouais, donc on est toujours en contact avec lui. Bon, sa mère est plus âgée, son ami a des problèmes de santé, donc il est pas ultra libre, mais c'est un mec qui continuera toujours et moi j'adore ce genre de personnes, quoi. C'est chacun choisit son chemin et lui choisit le Mmh. sien et je trouve ça juste, absolument génial. Et après il y a un autre capitaine avec lequel, donc le capitaine en Nouvelle-Zélande, avec lequel, j'ai eu aussi une relation très, très forte, on s'écrit régulièrement toujours, tu vois? Et donc on est, des années après. Et ensuite, il y en a un avec qui j'ai fait 1 mois de Gibraltar à Minorque en 2017, 4 mois de Minorque l'année suivante, de Minorque jusque en Angleterre en passant par les Açores et donc je suis allée retrouver l'été dernier, à nouveau de Minorque jusqu'aux Canaries. Donc ouais, il y a des personnes avec lesquelles, c'est pour la vie, en fait. C'est pour la vie. Mais ce que je voulais te dire, ce que j'aime dans ta question, c'est qu'il y a 2 choses, en fait. Il y a est-ce qu'on veut garder le contact, parce que voilà, il y a vraiment une relation, profonde et cetera. Mais il y a aussi accepter que
on n'est que des passagers et qu'on se rencontre, c'est pareil sur le chemin en fait. On se rencontre, on sait pas, enfin on sait pas. Si sur la voile, on sait. Mais le moment, c'est maintenant en fait. Et moi, je sais que dans les derniers jours qui approchent la fin tu sais que tu vas pas retrouver la personne de la même manière. Ouais. C'est pareil avec le capitaine, tu vois, mon capitaine suédois avec qui j'ai fait le tour de la Baltique, 55 jours ensemble. T'as tellement de reconnaissance, t'as tellement de souvenirs ensemble, t'as partagé des photos, des anecdotes, tu connais ses anecdotes à lui et ses potes, parce qu'il y a des potes qui nous ont rejoints par cœur, et t'as l'impression que tu fais partie de la famille. Et malgré tout, tu retrouveras jamais exactement la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu retrouveras jamais les mêmes conditions, le même air qui flottait, le même éclairage, la même odeur. Enfin, il y a vraiment un truc d'accepter de laisser partir le fait que c'est maintenant, et donc profitons-en à fond, et ne reportons pas à demain, ou n'essayons pas de continuer plus tard, ou tu vois, Ouais. de rattraper. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi j'ai vraiment ça à la fin de chaque aventure, de me dire, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Mmh. Non pas que je me C'est barre et que je m'en fous, tu vois, mais ouais. que c'est maintenant que c'est là, quoi. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur l'après surtout. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel enfin, j'essaie de travailler un peu, mais je sais que quand j'ai ce genre d'expérience, et tu vois, je le réalise par rapport à ce que tu dis, donc merci parce que c'est méga intéressant. J'ai cette espèce de réflexe, cette tendance à essayer de prolonger la chose, tu vois. Je rencontre des gens, je sais pas, sur une rando, ou tu vois, sur un ultra trail, la PTL ou n'importe quoi, ou euh, j'ai une espèce de presque une culpabilité à l'arrivée en me disant il faut que je mette un truc en place pour que ça continue, tu vois, pour qu'on revive des choses ensemble, pour que finalement pour que la relation continue de s'étoffer. Et alors qu'en fait peut-être que enfin je pense que ça serait bien plus bénéfique, comme ce que tu viens de dire, d'apprendre à kiffer l'instant et être comment dire, reconnaissant de l'instant présent sans forcément chercher à voilà, à prolonger le truc finalement. Donc très Bah, après, si ça intéressant. se fait naturellement, très Oui, bien, tu vois. voilà, Mais voilà, oui, effectivement, oui, moi, je pense que j'ai une forme de loyauté, tu vois, ouais. j'arrive à un peu plus, voilà, je vais pas forcer le truc, tu vois. Je vais juste, bah, je suis là si jamais c'est nécessaire. Mais tu vois, c'est intéressant parce que le PCT, par exemple, les personnes avec qui on a marché, heu, on les voit tous les ans et on leur parle tout le temps. Ça, Hmm. par contre, là, c'est différent. Mais je me demande s'il y a pas un côté, justement, parce qu'on est encore en contact avec les gens, le trail est encore vivant, tu vois? Je pense qu'il y a vraiment ça là-dedans, une dimension, non pas qu'on s'entendrait pas dans la vie, c'est pas vrai, on s'entend très bien, mais on a tant partagé et c'était une aventure tellement extraordinaire qu'en gardant le lien et en continuant de créer les aventures avec ces personnes-là, le sentier disparaît pas, tu vois? Je Ouais. pense qu'il y a vraiment une histoire de maintenir le lien pour maintenir l'aventure, pour maintenir qui on était, pour maintenir ce qu'on a vécu, et pour garder la magie vivante, en fait. Le coaching dans tout ça, on l'a évoqué plusieurs fois. À quel moment est-ce que c'est vraiment entré dans ta vie? Comment est-ce que tu as décidé d'en faire ton activité? Et quelle approche est-ce que tu as du coaching aujourd'hui? Triple question, Mmh. boum. Ouais, donc en tant que coach, pour les gens qui ne nous écoutent pas, on ne fait pas des triples questions, on pose une question. Je rigole, mais bah, en fait, très très naturel, et pourtant de la résistance parce que moi j'avais l'idée coach, tu vois, gourou, machin, et Ouais, cetera. Mais en fait, quand je dis que l'univers te ramène toujours sur ce qui est là, quand j'ai fini la traversée de l'Atlantique, vraiment, il y a eu vraiment ça en 2018, j'arrive en Californie, et OK, what's next? Voilà, j'ai fait ce rêve-là, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait eu que enfin voilà, c'était la traversée atlantique, c'était le rêve ultime. Le voyage, bon ben voilà, c'était un petit peu une manière d'occuper mon temps entre guillemets. Et une fois que j'arrive à la traversée atlantique, je me dis mais si moi je l'ai fait, mais n'importe qui peut le faire. Et je veux que tout le monde le sache. Tu vois, dans le genre, je veux crier sur tous les toits que bah, vas-y, vas-y, donne-toi les moyens et tu vas y arriver. Donc j'avais d'abord ça, et puis en fait, plein de gens enfin plein de gens, j'exagère quand je dis ça, mais de plus en plus de demandes de personnes qui sont curieuses de savoir comment j'ai fait, donc qui me demandent des conseils. Des personnes qui me disent: «Ah, il y a un tel qui est un petit peu perdu dans sa vie, ça lui ferait du bien de te parler», alors voilà. Et c'est là que je me rends compte que le conseil ne sert à rien. J'ai plaisir à échanger avec les gens, et puis quand je prends des nouvelles pour savoir comment ça se passe et tout, bah, en fait, ils ont pas bougé. mmh. Et c'est là que je me rends compte que, ben, ce qui a marché pour moi
ne marche pas forcément pour Pierre, Paul, Jacques et Janine. Et donc je commence à m'intéresser un petit peu plus à comment est-ce que moi je peux aider à mieux soutenir ces personnes-là. Et il y a une autre chose qui se passe aussi, c'est que je fais du bénévolat dans une asso. Quand je suis bon bref, quand on prépare pour le Sun Trip, on s'installe à Pau et je fais partie de plein d'initiatives super chouettes. Et il y a une asso dans laquelle je suis très active et donc du coup on me dit ah mais tu pourrais pas nous aider nous aussi pour notre communication, pour ci pour ça. Et je commence à faire du conseil. Donc en fait je crée mon auto-entreprise en tant que consulting, enfin conseil en entreprise. Et je me rends compte que là c'est pareil en fait. On me demande des conseils en stratégie etc. Mais tant que la personne qui est à la tête du projet ne change pas elle-même son approche et sa manière de penser et sa manière d'aborder les choses, bah, je peux fournir la matière, le fond autant que je veux, mais la forme est aussi importante. Et donc en fait, il y a la conjonction des deux où je me dis, bah, je veux vraiment apprendre à aider les gens à passer outre les obstacles, trouver des solutions, continuer à avancer. Donc voilà, donc ça s'est fait un petit peu comme ça en fait, par plusieurs biais. Et donc ta question sur enfin mon approche du coaching, bah, approche, ICF, hein, je suis pas là pour, donner des conseils, pour dire aux gens comment faire et cetera. Mais vraiment l'art de la question, donc être vraiment pleinement présent avec les gens, l'écoute, et bah, voilà, en fait, c'est le prolongement du voyage. Chaque personne est un univers, chaque personne a des talents, des envies, des historiques différents et donc on démêle les histoires et les obstacles qui sont là. Donc on observe comment ça se passe, ce qui manque, quels sont les blocages et pourquoi c'est pas possible. Est-ce que t'es sûr que c'est pas possible? Quelles sont les raisons pour lesquelles nanana. Enfin, regarder les choses en face, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Donc je travaille beaucoup avec des personnes qui pivotent dans leur activité. Donc pour les entrepreneurs, voilà, ça bloque justement, le burn-out est proche. Bah, comment je prends ce temps de recul? Comment j'arrive à voir enfin à regagner de la perspective, sortir du tout ou rien ou c'est ça ou rien. Ensuite pour des personnes qui ont beaucoup voyagé ou qui sont en expatriation et qui reviennent, ben comment est-ce que j'arrive à voir qui j'étais avant et qui n'est plus moi, qui je suis, enfin comment les gens me voient et me perçoivent et qui m'agacent parce que j'ai l'impression que c'est pas moi et ça entrave ma confiance, qui je suis aujourd'hui vraiment et qui je veux être demain. Enfin voilà, donc démêler un petit peu tout ça et renforcer nos positions. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme profil? Enfin voilà, j'ai des profils assez variés, mais voilà, entrepreneurs, des personnes qui ont voyagé, et j'ai aussi des personnes qui s'apprêtent à partir. Et alors c'est très drôle, je vais te donner un exemple. Hem, J'avais un homme qui m'a contacté l'année dernière, on a travaillé ensemble. Au départ, il avait un projet justement très marin et finalement, il a complètement réinventé son métier, salarié, même fonctionnaire et il attend un enfant. Donc voilà, c'est l'univers nous amène là où il faut juste, voir les choses en face, en fait et qu'est-ce qui se cache derrière cette envie d'absolu de partir à l'aventure, de partir loin, heu et on retourne à soi, en fait. Donc tout est lié, tout est lié. C'est une super anecdote, ça. Finalement, croire, tu vois, qu'il y Ouais, a quelque chose nous appelle quelque part et en fait, en creusant, se rendre compte que c'est peut-être autre chose qui nous intéresse. c'est changer de regard, en fait, Ouais, souvent. ouais. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le frein ou en tout cas le type d'œillère que tu retrouves le plus souvent chez ces gens-là que tu accompagnes? Alors, avec des situations assez différentes, mais Mmh. je suppose qu'il y a peut-être quelque chose qui ressort euh, plus. Je pense que je pense qu'il peut être, heu, parlant pour les personnes qui nous écoutent, c'est ne pas regarder les choses en face et quand je dis Mhm. regarder les choses en face, je dis pas, enfin, c'est pas un truc, très, très lointain, en fait. C'est par exemple, je peux pas me le permettre financièrement. Bah, la majorité des gens, quand ils te disent ça, ils ont pas regardé financièrement, qu'est-ce que ça représente? Ou, qu'est-ce que j'avais hier? Hier, il y avait autre chose, qui était pas financé, mais qui était à peu près la même chose. Mais voilà, de tout simplement, des phrases toutes faites de: «Ouais, enfin, on peut pas tout avoir. Et Ouais, si on pouvait ouais. tout avoir? Et si c'est juste qu'on pouvait pas tout avoir d'un coup? Et si c'est juste qu'on peut pas tout avoir là dans 3 mois, mais qu'on pouvait l'avoir à l'échelle d'une vie ou à l'échelle de 5 ans ou voilà. Et puis j'ai trop d'idées ou je sais pas quoi faire. OK, ben quelles sont tes idées? Et regarde les idées et quand je parle d'intuition, je pense que c'est là, tu vois, c'est bien, c'est l'intersection entre le mental et l'émotionnel ou le physique. C'est, bah, je note toutes mes idées et au moment où je les note, au moment où je les énonce à quelqu'un de confiance, je me rends compte qu'il y a un truc qui me parle moins qu'un autre. Je me rends compte, bah, nous, c'est notre rôle en tant que coach d'écouter ce qui est dit et d'écouter ce qui est pas dit, de voir ce qui n'est pas dit.
ben là, je t'ai senti un peu crispé là-dessus ou là, j'ai vu ton regard vraiment s'éclairer à un moment où tu me parles de ça. Qu'est-ce qu'il y a là derrière, en fait? Et ou alors quel est le point, quel est le liant entre toutes ces choses? Peut-être qu'effectivement, tu peux te faire toutes ces choses-là, mais que dedans, il y a peut-être, un besoin de liberté, un besoin de nature, enfin, je dis ça au hasard, par rapport à moi peut-être, mais voilà, aller vraiment creuser quand on se dit que c'est pas possible, qu'est-ce qui vraiment n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible maintenant? Donc vraiment le poids des mots et tourner autour de la problématique, ça je pense qu'on peut le faire avec un ami de confiance, assez bien en fait. Quand je dis de confiance, voilà, c'est des personnes qui sont pas en train de nous voir comme, ils nous ont vus depuis 15 ans, mais voilà, qui sont vraiment avec la foi de, on peut y aller, on peut y arriver et comment j'ouvre l'écoute pour que la personne puisse elle-même, ouvrir, la parole, en fait. Mhm. Excellent. Tout est là, tout est en nous. Enfin, le coaching, pour les gens Ouais. qui nous écoutent pas, le coaching, c'est vraiment toutes les réponses sont en nous. C'est, faire émerger ce qui est en nous pour avancer dans la direction enfin voilà, tout pointe vers la direction, en fait. Mais on se met des obstacles nous-mêmes, la société, des expériences Mhm. passées qu'on n'a pas clos. Je sais pas si ça dit clôturer. Ouais, j'ai l'impression que plus on les maintient, ces obstacles, il y a une sorte de, tu sais, un peu comme avec, comment on dit ça, la corne sur les mains, tu vois. C'est-à-dire que finalement, plus tu les mets en place, plus tu les maintiens en place inconsciemment, plus ils se renforcent, plus ils s'auto-renforcent, plus ça peut être peut-être compliqué d'aller déterrer ce qu'il y a dessous. Mais ouais, je suis assez d'accord sur le fait que, in fine, on a, bah là aussi je le dis régulièrement, donc c'est vraiment une conviction profonde on a tous, tu vois, cette vraie part de nous qui est là enfouie, qui attend peut-être qu'à être réveillée d'une manière ou d'une autre. Euh, Perrine, on a déjà évoqué énormément de choses, mais avant de conclure, je suis quand même méga chaud pour que tu nous en dises plus sur le Sun Trip. Tu parlais de conviction écologique, tu as fait, plein de choses à pied, à la voile, mais là on est sur un autre moyen de locomotion. Et je connaissais pas. Je suis quasi sûr d'avoir vu en tout cas j'ai vu le film d'un gars qui a fait un gros trip à vélo avec des panneaux solaires, mais je sais pas si c'était dans le cadre du Sun Trip. Mais bon, bref, carrément partant pour que tu nous expliques en quoi consiste le Sun Trip. Ouais, donc le Sun Trip donc fait partie de mes inspirations, de burn-outé. Hem et donc, en arrivant à traverser l'Atlantique, juste pour faire un petit historique, juste pour mon historique à moi, hem, justement, c'était la question, c'est, bah, qu'est-ce qu'on peut faire après ça, quoi? Et donc moi, je dis ça sur l'air de la boutade à Nate et un copain en disant: «Bah, moi, je vous propose, qu'on participe au Sun Trip. Si on postule pas, on n'y participera pas». Bon, ben voilà, le coup du sort a fait qu'on a été sélectionnés et que donc on l'a fait. Et donc le principe est très chouette, c'est, ben, on a de l'énergie disponible, qui est l'énergie du soleil et donc on électrifie un vélo, on met des panneaux solaires et le soleil nous porte les bagages et aplatit la route. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, ben, on monte des montagnes, des cols de montagne ultra facilement et donc c'est accessible à des personnes, qui sont pas forcément physiquement, très en forme, avec des personnes, de tous les âges, de tous les horizons, éventuellement, aussi handicapées et moi c'est ça qui m'avait séduite. La toute première édition en 2013 vers Astana au Kazakhstan, hem, le fondateur donc Florian Bailly avait, invité des personnes de tous horizons, et donc il y avait des personnes en fauteuil en fauteuil, donc alors voilà, il y a tous les alors pardon, il y a aussi tout type de vélo, c'est-à-dire que il y a du vélo couché, il y a du vélo, droit, il y a du tricycle, je pense pas qu'il y ait du quad. Et bon voilà, il y a du tandem. Enfin, c'est vraiment une équipe je vais pas dire de fous, mais de joyeux drilles qui choisissent leur système, qui arrivent avec leurs propres histoires et leurs propres motivations et leurs propres capacités et tout le monde se fait pousser un petit peu avec le vent dans le dos de préférence et à force du soleil pour aller, loin et donc moi tu l'as souligné, j'aime le voyage lent et j'aime le voyage aussi, silencieux. Donc pas de bruit de moteur, pas d'essence et juste la magie de te dire que le soleil te propulse, en fait. C'est gratuit, Mhm. enfin une fois que tu as installé ton système. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le Sun Trip, vraiment de belles valeurs humaines. Je conseille le film de 2013, qui est un petit peu le tout premier. 2015, ça a été jusqu'en Turquie et retour
Et sur le Sun Trip 2015, il y avait Béatrice et Yannick qui sont tarbés, qui sont un couple. Et là, elle a un cancer depuis je sais pas combien de temps maintenant, mais bon voilà, on est presque 10 ans plus tard et elle fait toujours du vélo et elle est exceptionnelle. Je leur fais un petit coucou parce qu'ils m'ont aidé ils m'ont prêté leur remorque pouce au cul. Il y a un lien sur mon site si vous voulez, je le mettrai. Donc en fait là c'est le moteur qui est dans la remorque et c'est la remorque qui pousse tout le vélo. Okay. Donc l'avantage c'est qu'on peut le mettre sur n'importe quel vélo. Donc il y a toutes les configurations possibles. Et le Sun Trip 2015 a aussi été remporté par Bernard qui habite à Pau. Donc j'ai précisé Pau, Tarbes, c'est à une demi-heure. Hein. Bernard était à 5 minutes de chez nous. Et il nous a aidé à préciser, parce que Nate avait une idée de configuration, j'en avais une autre. Donc il nous a aidé à nous mettre d'accord et à trouver les pièces. Il nous a aidé pour l'électrification, pour l'installation des panneaux solaires aussi. Gros coucou à l'atelier vélo solidaire et participatif de Pau aussi, avec qui on est devenus très très amis et qui nous ont aidés pour quelques petits réglages. Voilà, il y avait là aussi Pierre qui devait participer au 2018, qui nous a aidés pour l'installation de la roue. Enfin, c'est toute une grande famille et voilà, n'hésitez pas, je pense que ce serait peut-être mon mot de la fin, à poser des questions à des personnes qui ont fait ce que vous avez envie de faire, demander conseil. On n'est pas en train de dire de les harceler, de leur demander de faire pour vous, mais la grande majorité des gens vont voir en vous cette flamme, cette envie et vont avoir envie de vous aider. Et donc pour nous vraiment, le Sun Trip, j'avais fait des recherches à fond. Et au final, j'ai pas eu besoin. J'ai juste eu besoin d'arriver avec mon grand sourire, mon envie et mon intérêt de l'autre. Et on a été propulsés et par le soleil et par la générosité humaine. Excellent. Bah écoute, je trouve que ce mot de la fin est particulièrement à l'image de tout ce que tu as partagé sur cet épisode. Donc un immense merci Perrine, c'était génial de pouvoir échanger avec toi, d'en apprendre plus sur ton parcours. S'il y a des gens qui veulent te contacter, que ce soit pour le coaching ou justement, tu vois, si jamais, je sais pas, il y a un appel pour le Sun Trip ou une traversée de l'Atlantique, le mieux c'est quoi? C'est les réseaux, Instagram, LinkedIn? Alors, je suis sur Instagram à perrine.rambaud et pour le site web, pour en savoir plus sur tout ce dont on a parlé, il y a pas mal de choses sur mon site qui s'appelle leplusbeauvoyage.com. Et c'est drôle parce que j'ai choisi le nom pendant mon burn-out en me disant je veux partager tout ce que j'ai découvert pendant mon voyage intérieur. Et puis au final, c'est devenu un voyage aussi extérieur. Mais bon voilà, le plus beau voyage, c'est la vie, c'est maintenant, c'est nous. Allons-y quoi. Vivons. Excellent. Un immense merci Perrine, plein de bonnes choses pour la suite et puis je te dis peut-être que l'univers nous fera se croiser en vrai à un moment donné. Merci beaucoup, je l'espère de tout cœur et il y a que les montagnes qui ne se croisent pas comme on dit. Merci Perrine. Merci à toi. Un immense merci d'avoir écouté cet échange avec Perrine jusqu'au bout. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Si c'est le cas, pensez à partager l'épisode à un maximum de personnes et de manière générale à parler du podcast. C'est une excellente manière de remercier toutes celles et ceux qui viennent témoigner au micro des frappés. Je vous rappelle que si vous souhaitez rejoindre les tipeurs, celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast, ça se passe sur tipeee.com/les-frappés. C'est à partir de 1€ par mois. Un immense merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dans le prochain épisode, on va parler du défi des 7 majeurs, un défi énorme qui a été réalisé par mon invité Nathan. Ciao les frappés!